Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette grande édition de 21h de la télévision Bonferré. Cela dit, après plus de 3 mois de détention préventive à la prison d'arrêt, à la maison d'arrêt de Niamey, Baba Alpha et son père, Maman Alpha, ont été jugés au fond ce matin au niveau du tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Plus de précision avec Kassassi Ibrahim et Ablaziz Jibrila. Baba Alpha, comme prévu, a comparu ce matin devant le juge pour le procès au fond au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Toutes les parties étaient présentes, les débats ont duré près de 4 heures d'horloge. Alors que le parquet s'est évertué à soutenir la culpabilité de Baba Alpha et de son père dans l'usage de faux à travers les pièces d'État incriminées, dont le principal est le jugement supplétif de Alpha Mahaman, père de Baba Alpha. Et en rappelant que l'usage dont en a fait Baba Alpha est répréhensible, la défense, elle, a plutôt relevé l'irrégularité de la procédure avec une arrestation sans mandat et une perquisition sans mandat. La défense a également essayé de démontrer qu'en abandonnant l'infraction de faux pour prescription, la justice devait abandonner celle de l'usage de faux puisque les deux infractions sont intimement liées. En somme, pour la défense, il s'agit simplement d'un montage grossier pour embastiller un journaliste gênant. Au terme de ces débats houleux, le procureur a requis 3 ans d'emprisonnement ferme, 500 000 francs d'amende et la déchéance de ses droits politiques et civiques contre Baba Alpha. 2 ans ferme et 200 000 d'amende contre son père. La défense a également demandé la relaxe pure et simple pour infraction inexistante et non constituée. Le tribunal a mis le délibéré pour le 18 juillet prochain. En attendant, Baba Alpha et son père retournent en prison pour une semaine supplémentaire. La République du Niger est un état de droit où en principe la séparation des pouvoirs est un principe constitutionnel fondamental portant pourtant donc les citoyens ces derniers temps ont l'amer sentiment que tous les Nigériens ne sont pas soumis à la même loi. L'impression d'une justice sélective à double vitesse est réelle. Existe-t-il donc des Nigériens justiciables et d'autres hors de portée de la justice? Commentaire signé avec Abdurrahman Younous Issa. Est justiciable celui qui est passible de justice. Et selon la Constitution du 25 novembre 2010, la loi fondamentale du Niger, tous les Nigériens sont justiciables, donc égaux devant la loi. Tous les Nigériens, sans exception aucune. Du coup, aucun justiciable ne peut et ne doit être au-dessus de la loi. Or, depuis quelques années, encore plus depuis quelques mois maintenant, les Nigériens ont le désagréable sentiment que tout le monde au Niger n'est pas justiciable, que tous les Nigériens, face à la justice, ne sont pas logés à la même enseigne. Une première catégorie de Nigériens, presque exclusivement logés dans les arcanes du pouvoir et au-dessus de la loi, pendant qu'une seconde catégorie, celle des justiciables en réalité, dont les membres se font régulièrement prendre dans les mailles de la justice pour un oui ou pour un non. Si tel n'est pas le cas, pourquoi a-t-on l'impression que ce sont les mêmes qu'on arrête, les mêmes qu'on emprisonne, les mêmes qu'on embastille et enfin les mêmes qu'on muselle? Opposants politiques, acteurs de la société civile et journalistes mal pensants sont presque systématiquement interpellés et en la matière, la garde à vue et la détention préventive sont presque devenus la règle. Le décompte, rien que pour cette année 2017, est plus que révélateur. Michael Zodi, acteur de la société civile, Ali Idrissa, acteur de la société civile, Seynou Harouna, syndicaliste, Abdurrahman Insar, acteur de la société civile, Jibo Ali Dimax, homme politique, Baba Alpha, journaliste, Ibrahim Bana Kaza, homme politique, Mahamoudou Gamache, acteur de la société civile et syndicaliste, Ali Soumana, journaliste. Normal, diriez-vous, ils ont peut-être posé des actes répréhensibles, certes, mais et les autres? Quand Bazoum Mohamed, ministre de la République, dit qu'il y a des officiers ethnicistes dans l'armée nigérienne, et quand il ajoute que des juges de la cour d'appel ont été soudoyés dans l'affaire bébé importé, ou quand Massoud Hassoumi,
autre ministre de la République, dit ouvertement qu'une décision de justice est suspecte, pire que des juges de la Cour d'État ont été corrompus et qu'il ne se passe rien même après une plainte du Saman, quand des officiels d'un certain rang sont nommément cités dans cette affaire scabreuse de concours du ministère de la fonction publique concernant les agents de santé, et que seuls les petits couteaux soient embastillés et les autres restent jusqu'ici hors de portée de la justice, pendant que des Ide Kalilou, ancien directeur de cabinet adjoint du Premier ministre, Seydou Bakari, ancien coordinateur de la cellule crise alimentaire, et Harimala, ancien directeur de cabinet du Premier ministre, croupissent en prison pour un présumé détournement de céréales, le pouvoir refuse de livrer à la justice Lawali Chebou, ancien ministre de la fonction publique, Sidi Lamine, député, et Ousmane Galadima, ancien ministre, pour faits tout aussi graves, dont une présomption de trafic de drogue pour le député en question. Quand une telle situation perdure, il y a franchement de quoi s'offusquer. Le 2 poids 2 mesures est flagrant, mais ne semble émouvoir personne. L'on nous dira que le parquet et le procureur notamment sont sous la coupe du garde des Sceaux. Certes, l'on nous dira aussi peut-être que c'est le procureur qui a l'opportunité de poursuite. Autrement dit, la latitude de décider de poursuivre ou non. Mais est-ce que opportunité de poursuite veut dire l'application stricte de la loi pour les uns et impunité pour les autres? Est-ce que opportunité de poursuite veut dire sévir dans un camp et s'abstenir dans l'autre? Est-ce que opportunité de poursuite veut dire justice pour les uns et déni de justice pour les autres? La loi n'est-elle pas la même pour tous? C'est malheureusement la sensation véritable que la grande masse des Nigériens ressent. Celle qu'il y a au Niger deux camps, deux catégories. Celle des justiciables et celle dont les membres sont au-dessus de la loi, qui est devenue leur loi, celle du plus fort. Et puis la coalition dirigée par Iya Agali a revendiqué l'attaque de la patrouille de l'armée nigérienne mercredi, ayant fait donc 5 morts à Kidal. Selon une vidéo diffusée, la coalition explique son action par l'ingérence du Niger, selon elle, dans les affaires maliennes. N'est-ce pas, Balimabrem? Dans son communiqué diffusé le dimanche 9 juillet 2017 sur le site Al-Akhbar, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans dit vouloir punir le Niger suite aux exactions répétées de son armée au Mali et surtout pour son engagement aux côtés de la coalition dirigée par la France dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Le groupe ne donne pas le bilan humain des combats qui les ont opposés à l'armée nigérienne, mais sous-entend n'avoir perdu personne dans ces rangs. Une information difficilement vérifiable puisque les soldats nigériens ont expliqué que les assaillants sont partis avec leurs morts et blessés. Côté bilan matériel, les hommes d'Iyad Agali disent avoir récupéré 4 véhicules équipés de missiles antiaériens, de missiles sous-sol et d'armes légères. Il assure aussi, photo à l'appui, avoir saisi un important stock de munitions. L'armée nigérienne a perdu 5 éléments dans ces combats. C'est à partir de cette année 2017 qu'Iyad Agali prend la tête Jama'at Nasrat al-Islam wal-Muslimin, né de la fusion de la plupart des groupes armés maliens. Et c'est la première fois qu'il s'attaque aux soldats nigériens, du moins de manière officielle. Selon les observateurs, le chef terroriste envoie aussi un signal fort à Abu Walid al-Sahraoui, dissident de Al-Mouraboutin, rallié à l'État islamique qui opère dans cette région à cheval entre le Mali et le Niger. C'est aussi bien sûr un message aux autorités nigériennes qui vont devoir maintenant composer avec la menace de ce nouveau groupe. Cérémonie de signature de convention cet après-midi à l'hôtel Solix de Niamey entre le groupe Banque Centrale Populaire du Maroc à travers le président du groupe Mohamed Benchaboun et la BIA Niger. À travers donc le ministère des Finances, Assoumi Massaoudou, une signature de partenariat qui permettra d'insuffler à la BIA Niger une nouvelle impulsion. Soumana Karimoun Elikoura. Par cette signature, la BIA Niger confirme son partenariat avec le groupe Banque Centrale Populaire du Maroc. En rejoignant le groupe BCP, la BIA Niger bénéficiera
de l'expertise et l'appui d'un actionnaire de référence qui lui permettra d'accélérer son agenda stratégique. À travers cette signature de convention s'ouvre une nouvelle page entre l'État du Niger et l'État du Maroc, la naissance ainsi d'une nouvelle impulsion pour la BIA Niger. Cette opération marque ainsi l'entrée du groupe BCP dans le capital social de la BIA Niger et permet d'ouvrir une nouvelle phase de la coopération économique et financière entre nos deux pays et au-delà entre les peuples nigériens et marocains. Face à l'impérieuse nécessité de sauvegarder une fois de plus la BIA, de stabiliser le secteur financier national et de préserver des centaines d'emplois et de ménages nigériens, le gouvernement n'a ménagé depuis 2012 aucun effort pour identifier un repreneur stratégique doté des compétences et des ressources nécessaires pour donner une nouvelle impulsion à la BIA Niger. Aujourd'hui, cet objectif est atteint. La BCP rachète les parts de l'État du Niger, soit 35% du capital. Mieux, elle injecte de nouvelles liquidités permettant de rehausser le capital de la BIA Niger à plus de 19 milliards de francs CFA. Dans le cadre de sa stratégie de développement à l'international et du renforcement de son maillage africain, le groupe BCP annonce la finalisation de sa prise de contrôle de la Banque internationale pour l'Afrique, BIA Niger, deuxième institution bancaire du pays. Cette nouvelle acquisition permet au groupe Banque Centrale Populaire du Maroc de se hisser au rang de premier groupe bancaire au Niger. Ce nouveau positionnement de notre groupe permettra de soutenir plus efficacement le développement économique du Niger et de contribuer de manière optimale au financement de l'ensemble des segments de la clientèle, qu'elle soit publique ou privée, particuliers ou entreprises, de revenus faibles, moyens ou élevés. Nous sommes convaincus du potentiel de développement économique du Niger et nous faisons confiance aux initiatives de réforme qui y seront menées. Toujours par rapport à cette synergie BIA Niger, groupe BCP, les journalistes présents ont posé des questions auxquelles l'équipe du Niger et celle du Maroc, à travers ses représentants, ont tenté d'apporter des réponses. La première réponse que je peux donner, c'est que cette opération permet de sauver la BIA, tout simplement. En sauvant la BIA, parce que la BIA avait un risque majeur sur la survie de la banque. Et il fallait nécessairement retrouver un repreneur stratégique, mais pas n'importe lequel. Il fallait trouver un repreneur qui soit un repreneur, un banquier d'abord. Parce que je sais que des non-banquiers se sont présentés. Un banquier de référence, un banquier qui a les ressources, qui a les compétences et qui a les références nécessaires pour le faire. Donc voilà le premier intérêt. Nous avons trouvé ce banquier-là, c'est la BCP. Aujourd'hui, effectivement, il y a un certain nombre de points forts sur lesquels on souhaite investir pour pouvoir donner à la BIA sur son marché nigérien la place qu'elle mérite. Et cette construction va se faire en totale synergie avec notre filiale sur place qui est la Banque Atlantique du Niger. Alors cette position de leader, d'abord, elle est traduite par quelques chiffres. Je voudrais juste rappeler à l'ensemble des personnes ici présentes quelques agrégats qui résultent de la combinaison de notre filiale. À noter que le groupe Banque Centrale Populaire du Maroc est l'une des institutions bancaires du Royaume. Il tire sa force de ses valeurs de solidarité, de mutualité et son organisation unique au Maroc. Il est composé de 9 banques régionales. Il est présent dans 12 pays africains et 13 autres dans le reste du monde. Autre aspect de cette édition avec le début ce matin sur toute l'étendue du territoire national des épreuves écrites du bac à session en 2017. Cette année au plan national, ils sont plus de 46 000 candidats, dont plus de 15 000 pour la région de Niamey. Ici à Niamey, c'est le gouverneur de la région de Niamey qui a procédé au lancement officiel de ces examens. Le compte rendu dans ce reportage. Ici à Niamey, principalement au centre Mariama, c'est le gouverneur de la région de Niamey qui s'est prêté à cet exercice de lancement des épreuves écrites du bac à session 2017. C'est ainsi que c'est par la tradition épreuve de français que les candidats ont débuté les épreuves écrites du bac à session 2017. Nous venons de lancer donc les épreuves
titre de l'année 2016-2017. Nous sommes ici au niveau du jury 17 au collège Mariama. Comme vous le savez, au niveau de la région de Niamey, nous avons 43 centres, ce qui représente le tiers vraiment de tous les centres au Niger. Nous avons 15 151 candidats cette année, donc tout type de baccalauréat confondu, c'est-à-dire le bac de l'enseignement général, technique et professionnel. Alors nous avons souhaité bonne chance à tous les candidats. Nous les avons exhortés à travailler dans la sérénité et le calme. Et puis ce qui est évident, ce qui est sûr, qu'aucune tentative de fraude ne sera tolérée. Tout comme les années antérieures, en ce début de ces examens, selon les jurys visités, aucune irrégularité n'a été constatée pour l'instant. L'effectif de 459 candidats, tous de la série A4, donc philosophie, lettres, option français. Donc on vient de faire le lancement avec les autorités donc de la région de Niamey. Mais pour le moment, nous n'avons constaté aucun problème. Pour ce qui est des absents, donc après cette épreuve, nous allons faire la situation des absents et pour rendre compte donc à la direction du service du baccalauréat. Pour la première épreuve, tout se déroule normalement. Nous sommes venus à temps. Donc les candidats tous sont venus à l'heure. Il n'y avait eu aucun problème à notre niveau. Donc comme vous le constatez, tout se déroule normalement. Cette année, au plan national, ils sont au total à 46 962 candidats, dont 44 520 pour le bac général, 1439 pour le technique et 1013 pour le bac professionnel, répartis dans 125 jurys, dont 43 à Niamey, qui affronteront le stress des intercalaires qui, une fois passés, entameront directement les études supérieures. Restons toujours dans le secteur de l'éducation avec le bureau du comité exécutif de l'UEPTN dirigé par Moukela Ibrahim qui a donc animé ce matin un point de presse. Ce point de presse est relatif à la situation de leurs revendications. Le résumé dans ce reportage. Le bureau du comité exécutif de l'UEPTN, dirigé par Moukela Maman Ibrahim, face à la presse pour étaler l'essentiel de leurs préoccupations et exige des autorités une meilleure condition de vie et d'études de ses militants. Nous exigeons de la poursuite du paiement des bourses du deuxième semestre. Et nous ne tolérerons plus l'interruption au niveau du paiement de la bourse. Parce que c'est injustifié et injustifiable. Et nous exhortons aussi les autorités de la mise en place du comité, l'accélération de la mise en place du comité pour le droit de l'aide sociale aux étudiants. Ses responsabilités et mettre l'étudiant professionnel dans ses droits. Toujours au niveau social, la section UEPTN exige aux autorités le paiement de la bourse appui et des zones éloignées pour les écoles de santé. Moukela Maman Ibrahim et ses camarades se félicitent par ailleurs des résultats obtenus suite aux examens du BEP et du CAP session 2017. Nous félicitons les camarades qui ont passé leur examen du CAP et du BEP d'État. Et nous nous réjouissons aussi du résultat acceptable qui est de 55,83% au BEP d'État et 68,99% au CAP.
Tout en souhaitant bonne chance aux candidats, le bureau de Moukaila Maman Ibrahim lance un appel au comité directeur de l'USN de prendre toutes ses responsabilités afin de mettre fin à la crise qui secoue l'UPTN depuis pratiquement quelques temps et demande à ses militants de rester sereins et mobilisés pour les luttes futures. Restons toujours avec l'UPTN, 2 bureaux exécutifs et une coordination de sous-sections. C'est la situation qui vivent actuellement à l'UPTN depuis pratiquement près de 3 mois. Une crise au sein de l'UPTN née de la gérance du comité directeur de l'USN, selon donc plusieurs observateurs de la scène. Mais aussi des syndicalistes, les syndicalistes également dans le secteur de l'éducation. Plus de détails dans ce reportage. Visiblement, la véritable confusion qui règne au sein de l'UPTN est loin de voir son épilogue. Depuis pratiquement quelques mois, l'on assiste à une guerre médiatique entre les 2 bureaux de l'UPTN et un seul comité exécutif. À cela s'ajoute la création de la toute nouvelle coordination des sous-sections de l'UPTN. Chacun des bureaux réclame la légitimité de son côté et met en garde l'autre. Un syndicalisme de responsabilité et de confiance. Je tiens à informer l'opinion que l'UPTN nous traverse aucune crise, aucunement. C'est juste des individus qui ont décidé de se constituer en groupe et tenter de mettre une confusion et entretenir pour aboutir à des fins qui ne disent pas leur nom. Et nous disons à ces camarades rebelles que dorénavant, l'UPTN vont prendre leurs responsabilités et ils seront traités conformément au texte et chacun proportionnellement et à la gravité de l'acte posé. Les camarades qui ne sont ni élus par la sous-section, les camarades qui ne sont ni reconnus par l'USN, qui est l'organe moral, les camarades qui disent aussi ne pas reconnaître l'USN, vont se prétendre d'être une section de l'USN. Même si c'est une organisation, même si c'est une association, du moins, moi je pense que cette association doit prendre un autre nom qu'un nom d'une section de l'USN. C'est ainsi que la nouvelle coordination des sous-sections de l'UPTN a décidé de prendre les choses en main. La coordination des sous-sections, des écoles, instituts professionnels et techniques de Niamey rejette en bloc les simulacres d'élections tenus respectivement à la MJC Diad Sekou et à l'EMIC. Demande aux autorités politiques et administratives de ne pas recevoir ces 2 comités car ils sont tous irréguliers et ne sont pas crédibles et représentatifs des étudiants professionnels et techniques. Demande à l'ANSEPT de ne pas collaborer avec ces prébendiers syndicaux qui n'ont autre objectif que s'assurer l'argent de la popote et de la bière. Cependant, tout en défendant la même cause, le 2e bureau de l'UPTN et la coordination des sous-sections accusent le comité directeur de l'USN d'être à la base de cette situation. L'Union des étudiants des instituts, écoles professionnelles et techniques rappelle le comité directeur de l'USN alors que ce comité directeur de l'USN est l'organe moral et politique. Et de ce fait, le comité directeur de l'USN doit prendre toutes ses responsabilités afin de résoudre toute situation qui prévaut à l'USN. Car elle a une mission de lire les tests, donc le comité directeur doit lire les tests. Pendant le comportement du CDUSN, cette énième situation de confusion et de division au sein de l'UPTN récemment au niveau de la section lycée et collège de Niamey, ainsi créée par le comité directeur de l'USN, selon plusieurs observateurs, est liée certainement à l'approche des élections à venir, ce qui nuit davantage le cadre de l'USN. Organe moral USN de par sa responsabilité a l'obligation d'observer la neutralité entre les sections et les sous-sections de l'USN.
Ouverture ce matin au palais des congrès de Niamey de l'atelier Saber pour l'alimentation scolaire organisé par le ministère en charge des enseignements primaires en partenariat avec le programme alimentaire mondial. C'est le ministre en charge des enseignements primaires qui a présidé la cérémonie d'ouverture en présence donc de plusieurs autres invités de marque. Le compte rendu de Boubacar Amadou et Rabilou. Connue sous le nom de cantine scolaire, l'alimentation scolaire, compte tenu de son rôle important dans la scolarité des enfants en situation de vulnérabilité, nécessite une parfaite implication des acteurs concernés par sa gestion. C'est dans cet ordre d'idées que se tient le présent atelier organisé par le ministère en charge des enseignements primaires. L'atelier d'aujourd'hui est de faire vraiment un diagnostic participatif qui nous permettra d'abord de voir par rapport à un outil qu'on appelait Saber, où se situe le Niger. Parce que tous les pays font des grandes avancées, tous les pays font des réflexions pour voir à quel niveau se situe leur programme. Et aujourd'hui, l'atelier qui nous réunit, c'est le cas pour faire les points par rapport aux objectifs politiques. Où est-ce que nous en sommes? Est-ce que nous avons des textes qui régissent l'alimentation scolaire? Est-ce qu'il y a des documents du PDS, par exemple, qui en parlent? Donc, c'est cette analyse que nous allons faire. Et dans un second temps, nous allons voir également les objectifs du point de vue des finances. Est-ce que l'alimentation scolaire regorge un financement conséquent? Principal partenaire financier du programme de l'alimentation scolaire, le programme d'alimentation mondiale PAM, à travers sa représentation au Niger, a défini le rôle et la responsabilité de chacun des acteurs dans l'exécution de ce programme. Si aujourd'hui l'investissement nécessaire au développement de nos enfants est fait correctement, on pourra espérer un développement rapide du pays. Donc, vous avez un rôle très très important dans le développement de l'éducation du pays, qui est une fondation, ou les fondations du développement économique, social et sécuritaire dans le pays. Procédant à l'ouverture de l'atelier, le ministre de tutelle a rappelé le rôle que jouent les cantines scolaires et les attentes de cette rencontre. Le présent atelier s'inscrit dans le cadre d'un diagnostic d'ensemble dont l'objectif global est d'identifier les forces et les faiblesses de notre système d'alimentation scolaire et de développer une feuille de route pour l'amélioration des politiques fondées sur des preuves pour l'amélioration du programme. Pour ce faire, un diagnostic participatif a été déjà réalisé en vue de vous permettre d'échanger et d'évaluer le niveau auquel se situe notre programme d'alimentation scolaire. L'alimentation scolaire a débuté en 1971 avec les écoles nomades avant de s'élargir aux zones sédentaires, vulnérables ou de guerre au Niger. Durant 2 jours, les participants auront à faire un bilan critique des années antérieures de sa mise en œuvre et dégager des perspectives pour une harmonisation des actions des acteurs impliqués dans l'exécution du programme au grand bonheur des bénéficiaires, de la population et des autorités. Le complexe WAPA qui réunit le parc W, le parc Erlia au Burkina Faso et Pengourou au Bénin, classé patrimoine mondial de l'UNESCO le 7 juillet dernier, suite à la 41e session annuelle du Comité du patrimoine mondial qui se tient donc actuellement en Pologne. À cette occasion, les services des airs du Niger expliquent l'utilité d'une telle distinction pour le Niger. Boula Demoudé et Rabi Abdoulaye. Plus au patrimoine mondial de l'UNESCO avec l'inscription du WAP. Le WAP, c'est ce complexe écologique qui réunit le parc W, le parc d'Arli au Burkina Faso et celui de Pendjari au Bénin. Il constitue un bien naturel qui sert de refuge à des espèces animales qui ont disparu ou sont très menacées. Le Niger occupe 220 000 hectares de la superficie. Le chemin qui a abouti à cette distinction mondiale n'a pas été facile. Nous avons été amenés à écrire une lettre au patrimoine mondial pour dire que nous sommes d'accord à ce qu'on étende le bien du patrimoine mondial que constitue le Niger
aux 3 autres parties. Donc, le complexe, les 2 W, Arli et Kangal, en 2010-11, je crois, ils ont commencé à travailler et toutes les présentations, jusqu'à, en tout cas, on a ficelé un dossier et c'est ce dossier qui a été soumis au patrimoine. Alors, en son temps, le Niger, on a classé, on a pu démontrer effectivement les valeurs universelles du bien du parc W et pour le classer. Alors maintenant, aujourd'hui, comme c'est compliqué, étant donné que c'est la même unité écologique, alors le Bénin, le Burkina ne peut pas montrer d'autres valeurs que nous avons montrées, parce que c'est le même. Il ne peut pas dire qu'il y a le lion, il ne peut pas dire qu'il y a les éléphants, il ne peut pas dire qu'il y a d'autres espèces animales ou végétales que nous n'avons pas. L'inscription du WAP au patrimoine mondial de l'UNESCO, en plus d'améliorer l'image du Niger sur le plan mondial, a surtout des implications en termes écologiques et économiques. Du point de vue social, quand même, c'est le fait que, par exemple, aujourd'hui, nous, au Niger ou au Burkina ou au Bénin, ils vont dire oui, on a un site naturel, patrimonial, on a un site naturel qui est un site du patrimoine mondial. On a un site, un bien qui est classé patrimoine mondial. Et donc, c'est quand même, on a fait quelque chose pour l'humanité, pour permettre à l'humanité de continuer à bénéficier de cette ressource que nous, dans le temps, c'est nous seuls qui bénéficions. Le Niger compte ainsi 3 sites classés patrimoine de l'UNESCO après les réserves de l'Aïr et du Ténéré et la vieille mosquée d'Agadez. Il faut aussi ajouter la parenté à plaisanterie classée patrimoine culturel de l'UNESCO. Les services des aires protégées comptent soumettre à l'appréciation de l'institution onisienne dans les années à venir la réserve de Gadabedji dans le département de Dakoro. Pour cela, ils comptent réintroduire les espèces animales qui existaient dans la zone qui ont aujourd'hui disparu. Voilà, c'est donc à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain à 12h30, Inch'Allah. Très bonne réception. Au revoir.